chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Salut! Et une nouvelle émission sur la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître et sans publicité. Arakaï qu'elle se dit, et quelle ambition démesurée de causer dans le poste à galène des artistes de toutes les disciplines, barbouilleurs, gribouilleurs, musicos, casseurs de pierres et autres dessineux de la BD et du livre d'enfant. La liste est ouverte. Pour dire quoi? Vous dites-vous, chers auditeurs, déjà si attentifs à notre babillage, et j'insiste sur le bain. À que trouver en échangeant avec vous, et même sans vous, avec d'autres, des pistes, des solutions, des éclairages qui puissent aider ces tendances de réprouver, d'écarter, de malmener, à mieux vivre dans une société qui n'en a rien à battre de leurs conditions de vie et de travail calamiteuses. En effet, et nous essaierons dans les siècles à venir de vous en convaincre, une société qui délaisse ses artistes se tire un coup de douce dans les panards. Ils ont une fonction d'urgentiste, une sorte de SAMU, qui se ramène avec ses couleurs, ses musiques, ses histoires pour vous faire une vie moins grise. Des clowns sans faux nez, mais qui sont des femmes et des hommes, jeunes, vieux, avec des besoins de tout le monde. Se remiser au chaud d'une piole l'hiver, changer des hardes pour rester propres sur eux, bouffer, élever des chiards, se soigner quand une saloperie les fait tousser ou cracher. C'est comme tout le monde, quoi. Or, le constat, pas franchement guette, c'est que la grande majorité des artistes sont des précaires. Ouais, que je vous entends penser, il y en a quelques millions comme eux dans ce bio-pays où ce que les nantis ricanent sous nos pifs morveux. Ouais, qu'on peut répondre, mais ces millions, malgré leur visibilité, n'arrivent pas à se faire entendre par les gros cons qui s'imaginent nous diriger. Alors, les quelques dizaines de milliers de troubadours qui se la pètent du froid de l'indifférence du pouvoir sont invisibles. Sans représentation vraiment efficace, quel présent et quel avenir pour eux. À Racaille, dans le giron de Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, va essayer de faire entendre leur grognement.
en débattant sur des thèmes tels que l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité. Et pour réaliser cette ambition insolente, inviter des intervenants qui barbotent dans le marigot du bousbire artistique. Syndicalistes, juristes, galéristes, associations d'artistes, collectifs d'artistes, fonctionnaires des DRAC ou autres FRAC. Là encore, la liste n'est pas exhaustive. Extraire de toutes ces rencontres radiophoniques et libertaires le maximum d'infos utiles pour changer la vie des précaires institutionnels de la culture. On peut ajouter, sans se la jouer aventurier de l'extrême, que les tontons macoutes au pouvoir actuellement et leurs affidés qui grenouillent dans leur entourage puant ne vont pas dans les heures qui suivent cette émission, ni dans les jours, les mois, les années et les décades qui se ramènent devenir tout à coup attentifs au mauvais sort des artistes. Un peu de lucidité ne peut pas nous constiper, mais sans utopie, l'espoir se ramasse grave. Pas besoin d'espérer pour l'entreprendre, c'est pas tout le contraire, c'est le désespoir qui nous fait bouger le prose. Alors, avanti, Arracas sur Radio Libertaire, sans Dieu ni maître. Et maintenant, on va faire un petit tour de table pour vous présenter les animateurs de cette émission. On commence par la régie avec Jean-Christophe, qui peut nous dire un mot sur ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il fait chier, ce qui l'amuse. Oui, bonjour à tous. Moi, j'aime beaucoup Radio Libertaire et cette nouvelle émission qui commence. Ma foi, j'espère que ça va être bien. Tout ça, qu'on va avoir pas mal de choses à dire quand même. Jean, illustrateur pour mesdames et pour messieurs. Robert, plasticos un peu juste, qui va essayer au cours de toutes ces émissions d'animer, de faire venir, d'écouter, de provoquer les invités pour qu'ils nous amènent des idées un petit peu nouvelles sur les possibilités d'aide ou d'entraide ou d'information des plasticiens, des artistes du théâtre, de la musique, de l'écriture. Et ce matin, on a aussi avec nous une auteure jeunesse, Cécile Romiguière, qui va nous parler évidemment de son taf, mais aussi des problèmes que les auteurs rencontrent, et aussi d'un sit-in qui aura lieu le 8 janvier devant une grosse maison d'édition bidon qui caviarde ses auteurs pour essayer de leur foutre un petit peu la pression, et elle nous en parlera. Voilà. Est-ce que Jean, tu peux nous parler un petit peu de ton boulot, nous dire ce que tu fabriques exactement comme illustrateur, parce qu'il y a des illustrateurs qui travaillent pour les enfants, d'autres qui travaillent pour les vieux, d'autres qui travaillent pour la presse, d'autres qui travaillent pour des magazines, et toi, c'est quoi ton boulot? Moi, j'ai travaillé comme illustrateur littéraire plusieurs années au Monde diplomatique. Et puis, je fais un peu le mercenaire, aussi bien auprès des maisons d'édition que des agences de pub. J'ai illustré des pochettes de disques, des plaquettes publicitaires pour des sociétés privées, je crée aussi un certain nombre j'ai beaucoup créé, je continue à créer un certain nombre de logotypes toujours pour des sociétés privées. Et puis, j'ai fait aussi un petit peu d'illustration pour les enfants. Et dans ton job, tu te poses des questions sur sa pérennité. Est-ce que tu as des revendications, des espoirs, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? J'ai surtout des inquiétudes. Bon. Pour les années à venir, je trouve que les comportements, notamment des éditeurs, sont en train de se modifier. J'en parlerai un petit peu plus tard, après Cécile. D'accord.
Est-ce que je peux demander à Jean-Christophe en régie qui nous parle un petit peu de son job aussi? Ouais, tout à fait. Moi, je suis intermittent du spectacle en tant que technicien son. Voilà, j'avais commencé dans le spectacle et j'ai eu une opportunité pour bosser en télé. C'est vrai que c'est quand même plus confortable la télé. Enfin, quand on parle des techniciens audiovisuels, on met le doigt sur un grand sur une grande question dans le statut aujourd'hui. Enfin, le statut d'intermittent, disons que c'est ce qui nous reste qui nous permet d'être pas trop précaire encore dans ce qu'on fait, quoi. Ce qui valorise encore le métier, quoi. Maintenant, voilà, comme je disais, en télé, on est pas mal loti, en spectacle, c'est dur. C'est dur et on est de plus en plus contraint à faire des choses à contre-cœur, quoi. Enfin, je sais pas. Et Roro, c'est moi. Je suis donc un plasticos, c'est-à-dire que je fais de la barbouille, je sculpte, je grave, j'illustre aussi pour les enfants. C'est ça qui me permet un petit peu de temps en temps de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit dans le peuple. Mais je dois dire que comme Jean et comme probablement Cécile, dans la société qu'on nous fabrique en ce moment, on voit pas très bien un avenir radieux dans un temps rapproché. Si l'avenir peut être rapproché ou si on peut présenter comme ça. Ouais, c'est aussi là, et c'est ce qu'on essaiera de développer au cours de ces émissions, voir pourquoi, voir si c'est possible d'influencer le cours des choses, ce que dans le fond de moi-même je crois absolument pas. Mais enfin bon, on peut toujours en parler. Et je crois que maintenant on va faire, avant de poursuivre avec Cécile, faire une pause musicale. Je passe donc le bâton de parole à la régie pour qu'elle nous envoie un petit air de flonflon. Bah oui, un petit Alain Bachung, ça me paraît pas mal. Alain Bachung, La nuit je mens. Sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire de
Arakai, une nouvelle émission sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître et sans publicité. Jean va évoquer pour vous un petit texte de Bergson sur justement le statut de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste ? C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voile. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas. Parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie, et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Henri Bergson, 1859-1941, auteur entre autres de Matière et mémoire et de l'évolution créatrice, 2 ouvrages qui furent mis à l'index par l'Église catholique en 1914. On peut y voir comme une présomption de qualité. Si j'ajoute qu'il a renoncé à tous ses privilèges pour ne pas avoir à collaborer avec le gouvernement de Vichy, on passe de la présomption à la preuve. Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, pour cette première émission du 6 janvier, sur Arakai, nous avons une invitée, Cécile Roumiguière, qui est auteure jeunesse. Je pense que tu es auteur jeunesse ou tu fais de la littérature générale aussi. Oui, bonjour. Non, je suis auteur jeunesse. Bien. Elle est ici parce que la charte des auteurs illustrateurs dont elle fait partie va organiser le 8 janvier un sit-in. Je vais vous laisser en sa compagnie pour qu'elle vous déplie le petit texte qui concerne ce sit-in. Alors, le sit-in qu'on organise, la Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse, est une association de 1901 qui regroupe on en reparlera peut-être, les auteurs, les illustrateurs, les traducteurs liés au monde de la jeunesse, et pour défendre une littérature jeunesse de qualité et nos droits qui sont de plus en plus bafoués. Les droits d'auteur diminuent, les éditeurs ne répondent plus aux lettres d'avocats même quand ils nous doivent de l'argent. Enfin, ça devient un grand n'importe quoi. Donc, en ce qui se concerne le sit-in de jeudi prochain, jeudi 8 à 15h, c'est devant les éditions Vilo. Vilo est un grand groupe qui a un secteur jeunesse et notamment de très beaux albums au Baron Perché. Ils font de jolies choses et malheureusement ils respectent pas leurs auteurs et leurs illustrateurs, donc ils doivent pas mal d'argent à pas mal de monde. Donc voilà, on a décidé d'aller devant chez eux et de lire les livres qu'ils ont réalisés jusqu'à ce qu'ils nous donnent nos chèques. Voilà, c'est très simple. Tu peux nous donner des précisions sur le lieu, l'adresse, le métro, le téléphone, ces choses-là? Alors, Vilo, les éditions Vilo, le siège est donc au 91 bis, que je dise pas de bêtises, 91 bis rue du Cherche-Midi. Je pense que le métro, c'est dans le 6e, et le métro, ça va être Saint-Placide, si je me trompe pas. C'est ça, oui. Ligne 4. Bravo, ligne 4. Donc, on s'arrête à Saint-Placide, on prend des moufles, des bonnets, je sais pas, des canettes avec du thé chaud, du café, du vin à la cannelle, ce qu'on veut, parce qu'on va y rester jusqu'à ce qu'ils sortent les chèques, donc faut prévoir. Oui, ça risque de durer un moment. Quand on connaît leur grande générosité. Voilà, oui, mais en fait, non, ce qu'on attend surtout, c'est que ça fasse un petit peu une première, parce que les auteurs sont des gens assez individuels, hein, les artistes en général, c'est difficile de se regrouper et de faire des choses ensemble. Et le fait d'aller quand même toquer à la porte d'un éditeur pour dire, bon, maintenant, vous respectez quand même notre travail, c'est quand même la moindre des choses, sans nous, vous existez pas, parce que ça, il faut quand même qu'ils se le mettent dans la tête. On voit encore beaucoup trop d'auteurs ou d'illustrateurs qui se demandent « Oui, mais tu crois, j'ai envoyé un manuscrit, est-ce que tu penses que je peux les rappeler au bout de 3 mois s'ils m'ont pas rappelé ?» Bah, non seulement il peut rappeler, mais je sais pas, moi je trouve ça hallucinant. C'est l'éditeur qui vit du travail de l'artiste, du créateur, et il est vrai que le créateur a, pour le moment, dans le circuit actuel, besoin de l'éditeur. Mais bon, faut pas que ce soit dans un vecteur en un seul sens, quoi. C'est vraiment
faut que ça marche dans les deux sens et que les deux sens soient respectueux, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens très très bien dans les maisons d'édition, on est tous d'accord, et qu'il y a des gens qui font des travaux formidables. Mais en ce qui concerne la rémunération et le respect du travail des auteurs et des illustrateurs, il y a quand même beaucoup de choses à faire et des avancées à avoir. Voilà, donc donc on espère que ce sitting devant chez Vilo fera prendre conscience à Vilo et aux autres éditeurs, parce qu'ils sont pas les seuls, hein, on va pas à traiter les auteurs comme ça, donc se dire attention, les petits se réveillent, voilà. Oui, c'est ce que t'appelles la guérilla sociale. Ouais, ça j'aime bien. C'est-à-dire que c'est vrai que pour moi, j'ai quand même un parcours un peu. J'ai commencé très sagement à faire une maîtrise de lettres, mais je l'ai faite sur Jean Vilar. Bon, déjà avec quand même le positionnement de qu'est-ce qu'un artiste dans la société, quelle est sa fonction d'éveil, etc. Donc c'était sans doute pas pour rien. Hein, et à partir de là, j'ai été pendant une vingtaine d'années intermittent de spectacle. Salut Jean-Christophe. Et j'ai donc vécu quelques luttes un peu compliquées. Quand je me suis inscrite pour la première fois comme intermittent de spectacle dans une ville de province. On m'a demandé si j'étais chanteuse, parce qu'il y avait que ça, il y avait que les baloches avec les chanteuses derrière. J'étais pas du tout, j'étais assistante de réal. J'aurais pu, oui. Pour la chanson française, il est mieux que j'ai rien fait. Donc pendant 15-20 ans, j'ai quand même suivi de très près ce truc de précarité. Et petit à petit, je suis passée beaucoup plus sur l'écriture, donc j'ai un peu switché. Et alors là, je suis passée de la précarité, disons assistée, même si le terme c'est pas le terme approprié, parce que c'est, disons, redistribué, voilà, parce que je préfère ça, à la précarité tout court, parce qu'à leur auteur, il y a plus rien, il y a plus d'ACDIC, il y a plus de formation, plus de droit à la formation, il y a une comment on appelle ça, une sécurité sociale, et encore faut se battre pour l'avoir, hein, c'est pas évident, faut le savoir, quand on est auteur, faut faire, je sais plus, 7500 €, je crois, par an de droits d'auteur pour avoir accès à la sécurité sociale. Et c'est beaucoup. Sinon, on n'a rien, on n'est rien au niveau des statuts. Bon, voilà. Et malgré ça, on nous demande d'être les artistes, des machins, enfin des trucs. Il y en a même qui ont la Légion d'honneur, tout ça, hein, mais il n'y a pas de statut d'auteur. Bon, pourquoi pas, hein, moi je suis pas une fanat des statuts et des petites cases. Si j'ai choisi ces métiers-là, c'est parce que justement j'aime pas les cases. Mais il y a un minimum de respect, et comme tout le monde, et comme tu le disais tout à l'heure, on a le besoin de manger, de vivre dignement, donc voilà. Eh bien, Cécile, je veux dire, non, mais c'est exactement je suis surpris parce que moi je suis pas un spécialiste des choses de la Sécu, tout ça, mais je suis surpris que le régime des auteurs nécessite de faire 7500 € de chiffre par an pour bénéficier de la Sécu, puisque les artistes plasticiens, par contre, eux, ils n'ont aucun. Enfin, il faut quand même qu'ils gagnent un peu de thunes, mais il n'y a pas je crois pas qu'il y ait de plafond ou de plancher pour ces choses-là. Alors, sur le chiffre exact, je suis très très mauvaise avec les chiffres, mais je pense que c'est ça, hein, que c'est 7000 et quelques euros par an. Donc, les auteurs, les plasticiens, vous faites partie de la maison des artistes, ouais, et nous, des AGSA, enfin, en tant qu'auteurs. Et les illustrateurs, jeunesse ou pas jeunesse, du moment qu'ils font des livres ils passent aussi du côté AGSA, hein. Enfin, après, il y a c'est compliqué, tout est très compliqué. Alors c'est ça, c'est que déjà il faut avoir fait l'ENA pour comprendre comment ça marche. Un des buts de la charte, c'est un peu ça aussi, c'est d'aider les gens qui déboulent là-dedans, qui savent pas comment faire. Et je t'ai pas répondu aussi sur la guérilla sociale parce que j'ai bifurqué, que je suis une bavarde, donc je suis partie ailleurs. C'est très bien, la radio c'est fait pour bavarder. Voilà. Donc non, l'idée c'était que après ce parcours, je me suis aperçue, j'ai aussi beaucoup bossé, j'ai bossé avec des gens notamment pour une mairie, et j'ai vu le combat des ouvriers d'Alstom. Donc là, un autre côté, au moment où Alstom a perdu beaucoup de boulot et de travailleurs, et c'est là où je me suis aperçue que le côté syndicat, qui était hyper important au 19e et jusqu'à, je dirais, au 20e, dans les années, je dirais, 80-90, est maintenant vachement inadapté, je dirais.
à la société actuelle tout a été cassé, hein, je veux dire, les syndicats, la force syndicale a été cassée, c'est pas innocemment, et maintenant il faut trouver d'autres formes d'action. Voilà, c'est ce que j'appelle la guérilla sociale, c'est-à-dire qu'il faut faire peut-être, enfin je sais pas, je suis pas une spécialiste non plus, mais moi ce que je ressens c'est de faire des choses ponctuelles sur un domaine. Moi mon domaine c'est la littérature, donc j'essaye d'agir de ce côté-là. Bon, ça m'empêche pas d'agir quand il y a des gens qui dorment dans la rue, ou bon, ça c'est autre chose, c'est ma vie privée. Mais les grandes manœuvres de gros syndicats lourds me paraissent très inadaptées. Donc, faut inventer autre chose, quoi. Et ce que j'appelle la guérilla sociale, c'est être là au moment où il le faut, point par point, puis partir ailleurs quand il le faut, et faire sans arrêt des actions qui vont dans le bon sens. Là, je suis vraiment tout à fait d'accord, parce que là, comme tu dis, je crois que c'est beaucoup plus ancien, il me semble, la rupture. Le syndicalisme des origines, les gens étaient tous des bénévoles, c'était des gens qui travaillaient et qui s'occupaient en plus de leur boulot de défendre les copains, de défendre, etc. Et le syndicalisme a perdu on va pas employer des grands mots un peu concon, mais a perdu quand même son âme à partir du moment où il y a eu des permanents, c'est-à-dire une administration qui s'est mise en place. Et on sait très bien que les administrations, elles se nourrissent d'elles-mêmes, et que on le voit bien avec la manière dont fonctionnent les grandes centrales syndicales maintenant, avec leur pléthore de permanents. Ils ont besoin de thunes. En face, ils ont des mecs, que ce soit des patrons, que ce soit des politiques, qui le savent, et on a eu quelques éclairages avec les magouilles du syndicat des patrons là, qui filaient des enveloppes à des syndicalistes, avec aussi les compromis vraiment dégueulasses sur le droit du travail, enfin toutes les choses, toutes les acquis des bagarres, des luttes sociales d'un siècle qui sont complètement déglingués en quelques années par les compromissions des grandes centrales syndicales, quoi. Alors voilà, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait d'autres formes de lutte qui sont tout à fait. J'irai pas jusque là par rapport aux syndicats, parce que justement chez Alstom, effectivement il y a des problèmes de grosses machines, de tas de choses. Mais t'as toujours des bénévoles et t'as toujours des gens absolument formidables, quoi. Il faut. Ah oui, mais je parle pas de la base. Non, ça. Mais même un petit peu au-dessus de la base, t'as des gens qui du coup se reconvertissent. Non, enfin bon, j'ai pas mal bossé avec un certain Lulu chez Alstom, qui est un mec. Enfin, je veux dire, il pourrait venir ici raconter sa vie. Et il y a des gens, c'est des héros, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Non, bien sûr, je suis toujours un peu excessif, non. Non, mais par contre, tu vois, même au niveau de la charte, qui est une asso 1901, qui a pas du tout, c'est pas du tout. D'abord, c'est pas un syndicat. Et on voit que il y a 800 auteurs et illustrateurs jeunesse adhérents de la charte, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, ne serait-ce que pour manipuler administrativement ces gens, les enregistrer, machin, des tas de choses, c'est compliqué, quoi. Et on se retrouve, on a une secrétaire payée, un emploi tremplin aidé parce que il n'y a pas des subventions qui tombent de partout. C'est surtout en ce moment, c'est même bon. Et voilà, on est une dizaine à faire rouler la machine après bénévolement, quoi. Mais c'est vrai que parfois c'est lourd. Donc voilà. Est-ce qu'il faut pas faire des structures plus petites, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais. Moi je penche pour les structures plus petites qui sont plus facilement gérables et qui ne sont pas susceptibles d'installer des gens de pouvoir qui s'incrustent après comme des morbacs et qu'on peut plus virer et qui emmerdent tout le monde, quoi, et qui oublient complètement que leur fonction c'est pas d'être en place, mais c'est de se démolir pour les autres, quoi. Non, ça. Bon, mais fais gaffe parce que je suis vice-présidente, je suis depuis 3 ans, alors non, mais je vais virer. Je plaisante. Non. Oh ma merde, encore viré. Bon, eh bien, on va sur cette pas conclusion, mais sur ces quelques mots, faire une pause musicale. Si notre camarade Christophe veut bien nous envoyer la musique.
Il part pas. qui n'arrive pas. Sinon Mais je chante. Non, mais il est ouvert, là. Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en allait, main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Voilà sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, 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 dormir. Bientôt. oui, alors on peut poursuivre un petit peu avec Cécile, puisque en fin de compte, elle a des idées, elle sait en parler. Je voulais te demander si tu penses que, parce que bon, c'est la charte fait quelque chose, c'est magnifique. Moi, je trouve que bon, c'est une bonne manière de négocier, mais si tu veux, c'est quand même une action isolée. Est-ce que tu crois pas qu'on pourrait fédérer tout ça, enfin essayer d'avoir des connexions ou des rencontres avec d'autres créatifs ou d'autres créateurs, comme justement les illustrateurs, comme justement les intermittents, etc. Peu à peu, si tu veux, toujours avec des petites actions comme ça, mais que ce soit coordonné avec d'autres, quoi, que ce soit pas isolé. Ouais, alors j'avais essayé de monter des rencontres avec notamment les jazzmen concernant le numérique, l'UMJ, l'Union des musiciens de jazz, qui s'est beaucoup préoccupé de l'interrogation passage au numérique. Bon, là, c'est vrai que tout est ouvert et que j'aimerais bien que ça se fasse avec effectivement des plasticiens, des musiciens, des théâtreux, tous les gens concernés par la question artistique en général. En même temps, c'est un manque de temps, de moyens, tu vois, mais il y a des choses, par exemple, sur les intermittents spectacles qui vont à l'encontre, parce que il y a pas mal d'auteurs qui, quand ils voient le statut des intermittents spectacles, se disent, tiens, on pourrait demander la même chose. Et là, moi qui étais de l'autre côté, je sais que si tous les auteurs se mettent à demander ce statut-là, ça va être la mort du statut. Faut pas non plus nuire aux autres, si tu veux, parce que ça va être, vous voyez, tout le monde, ils vont en profiter. On sait qu'on est quand même sur des brèches vachement sensibles, surtout au niveau des intermittents.
Je crois que c'est le 16 que tout est remis en question, notamment les annexes techniciens qui peuvent disparaître comme ça, être noyés du jour au lendemain, biffés d'un trait de crayon. Donc faut quand même faire gaffe. J'avais envisagé, mais enfin, je pense pas que je vais y arriver. Hein. Je voulais faire les éditions, comment dire, les assises de l'édition jeunesse, tu vois, en 2009, 89-2009, les états généraux de l'édition jeunesse. Je crois pas qu'on va le faire à la Charte parce que justement on n'a pas les reins assez solides pour organiser ça et je voulais effectivement impliquer tous les gens concernés. Là, le seul lien c'était jeunesse. Hein, tu vois, après c'était tout le monde, les éditeurs, les machins, enfin mettre tout sur la table et voir ce qu'on en sort. C'est des idées, mais voilà, qui fait quoi derrière, tu vois, c'est un peu ça le truc. Bon, ma fonction un petit peu à la Charte, c'est d'être un peu, j'ai lancé le forum. Et le côté un peu le côté web, puisque je suis un petit peu branchée là-dessus, j'ai refait un peu le site et avec Hélène Douany, la secrétaire bien sûr. Et bon, aller au-delà, ça me prendrait vraiment, tu vois, un moment, il faudrait qu'il y ait plus de moteurs, voilà, soyons clairs, de gens un petit peu qui ont envie de faire des choses et de programmer ça. C'est vrai que ça serait intéressant, bien sûr. Tu vois, pour le numérique, par exemple, on va passer... parce que là, si les éditeurs sont aussi crispés, à mon avis, en ce moment, et te négocient des trucs, mais c'est pire que sur le marché quand tu négocies tes carottes, quoi. C'est là, maintenant, en été, il y a quelques années, le pourcentage de ce qui était dû aux auteurs, illustrateurs, les deux ensemble, sur un livre jeunesse, c'était en gros 8%. C'est passé à 6. Doucement, ça a glissé, la moyenne est maintenant à 6. Mais ils te disent que c'est normal, que si, que là. Donc ils ont grignoté 2%, ce qui a l'air de rien, mais déjà qu'on gagnait pas énormément en droit d'auteur. Faut savoir qu'on est payé, quand un livre sort, on est payé quasi 2 ans après, avec leur système. Et bon, souvent pas grand-chose. Et s'ils se rigidifient à ce point-là, se contractent comme ça, c'est qu'ils ont une trouille noire de ce qui va leur arriver au niveau numérique. Les auteurs, beaucoup d'auteurs ont peur. Moi, je dis, on a peut-être une chance énorme là de faire passer à la trappe le distributeur, parce que bon, faut savoir qu'un livre c'est un tiers distributeur en gros, hein, un tiers éditeur. Qu'est-ce qui me reste? Le libraire, un tiers, et dans ces 3 tiers, on en garde donc les 6% pour l'auteur et l'illustrateur. Donc si le gros tiers du distributeur peut être squeezé parce que le fait de diffuser les livres en numérique évite ce côté distribution puisque ça se fait directement, bon, ben on peut se dire tiens, on peut passer peut-être de 6% à beaucoup plus, avoir un champ élargi. Enfin, il y a plein de choses à inventer. Il y aurait une coopérative à inventer, tu vois, à ce niveau-là, une coopérative d'auteurs pour faire des livres comme ça. Bon, moi, j'ai pas les reins, enfin, je me sens pas, faut vraiment une énergie folle. Je sais que François Bon, un auteur, a commencé à faire ça. On le trouve sur Internet, mais c'est peut-être pas, on pourrait être plusieurs à le faire, enfin. Voilà, puis voir, déjà regarder ce qui s'est passé en musique. Les éditeurs de musique et les producteurs de musique ont eu un grand coup de tempête dans leur société, mais pendant des années, ils en ont profité pour vendre de façon éhontée des CD hyper chers, alors que les gens les avaient déjà achetés en vinyle. Enfin, moi, je trouvais ça scandaleux. Et bon, maintenant, ils se retrouvent effectivement face au piratage, à dire, ah là là, faut mettre des clés, machin, des sécurités partout, faut arrêter, faut mettre les gens en prison. Attends, mais stop! Enfin, moi, je peux pas entendre ce discours. Et là, je suis un peu atypique, et là, je vais pas parler au nom de la Charte, parce que je sais que je suis absolument pas majoritaire là-dessus. Le droit d'auteur sur l'internet et tout ça, moi, je suis pas pour mettre un flic derrière chaque internaute. Ça, c'est pas possible. L'internet, il a beaucoup de défauts, il a une énorme qualité de liberté justement, et on y trouve le meilleur et le pire, mais pour qu'on puisse y trouver le meilleur, faut absolument pas fliquer les gens, et c'est ce qui va se passer avec toutes les lois qui tendent à soi-disant, pour donner leurs droits aux auteurs, vérifier ce que chacun télécharge machin sur internet. Pour moi, c'est aberrant, faut pas faire ça. Faut trouver un autre système, faut trouver, je sais pas, des trucs de répartition peut-être sur un abonnement internet, j'en sais rien, mais surtout pas de flicage. Enfin, ce serait vachement grave si on en arrive là. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire. Avec la bénédiction des sociétés d'auteurs, hein, notamment la SACEM et les gens comme ça. Faut quand même le savoir.
Des sociétés d'auteurs où on ne sait pas si c'est pas des gens qui sont plutôt des sociétés flicardes. En ce qui concerne la SACEM, c'est vrai qu'il y a aussi les éditeurs dedans, donc c'est un peu... Voilà. Ouais, d'accord. T'as quelque chose à dire sur ce... Je fais partie des artistes isolés dont parlait Cécile, sans que je puisse d'ailleurs déterminer si c'est conjoncturel ou vocationnel. Moi j'ai commencé ma carrière il y a près de 30 ans. Je suis inscrit depuis le début à la Maison des Artistes. Les règles étaient très défavorables aux illustrateurs quand j'ai commencé, mais elles avaient le mérite d'exister. Ce à quoi j'assiste moi, c'est à une disparition de ces règles. Elles sont remplacées par le coin du bois. C'est la raison de ma présence ici. Je veux absolument réfléchir. Moi, je pense que sur ces années, j'ai réussi à constituer une clientèle qui devrait me rester fidèle jusqu'à mon départ à la retraite, mais je suis très inquiet pour les jeunes qui arrivent et je veux absolument réfléchir à des solutions pour sortir de cet état. Bien. Bon, et écoute, on va faire une pause musicale sur cette radio libertaire sans Dieu ni maître et ni publicité. L'émission à racaille. Voici ce que m'a raconté Pierre Albert Espénel. C'est dérangé. 43 ans aux fraises et pas toutes ses dents. Un beau soir de l'automne, assis sur un banc, devant sa maison de pierre dans un village désert. Les brebis font des agneaux, les chèvres des chevreaux. Moi je voudrais bien aussi faire mon propre troupeau. Me voilà de retour maintenant, de retour après 20 ans. Mes 2 valises en carton remplies de solitude. Pour celle que j'attends un jour, j'ai travaillé des jours à reconstruire une maison avec tout ce qu'il faut dedans. Un chauffage, de l'eau chaude, un frigo, une radio. J'y vais une fois de temps en temps, je m'assieds et j'attends. En même temps que je rebâtissais, j'ai écrit aux journaux, aux chasseurs pour être précis avec ma photo. Un jour une m'a répondu que ça l'intéressait. Elle est venue de sa Bretagne jusque dans nos montagnes. C'est Frédéric l'épicier qui l'a monté de la vallée dans sa camionnette rouillée le jour de sa tournée. Quand j'ai été la chercher, on s'est bien regardé. On n'a pas su quoi se dire, elle n'aurait pas dû venir. Montrer la maison, les parents, l'horizon. Et puis on a essayé un peu de se causer. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'on était bien gentils, mais elle savait pas pourquoi qu'elle ne resterait pas. Pour celle que j'attends un jour, j'ai réécrit aux journaux en y joignant ma photo et tout ce qu'il leur faut. Un jour une me répondra et ça l'intéressera. Un jour une me répondra et même elle restera. Voilà ce que m'a raconté Pierre Albert Espénel. 43 ans aux fraises et pas toutes ses dents. Un beau soir de l'automne, assis sur un banc, devant sa maison de pierre dans un village désert.
Aracaille sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes avec Christophe à la technique, Jean-Christophe à la technique, Jean et notre invité Cécile Roumiguière, auteur, qui nous a déjà un peu parlé de ce qui va se passer le 8 janvier et un peu parlé aussi de son métier. Là, on va un peu pousser l'interrogatoire un peu plus loin, on va faire un 6e degré pour lui demander un peu de nous parler de ses projets, son implication dans cette association La Charte, ce que c'est que ce truc. Et avant, Jean va nous lire un petit texte, enfin va nous narrer une des magouilles auxquelles il a été confronté, c'est ça ? Voilà. Je t'en prie, Jean, tu peux y aller. Oui, parce qu'il y a plusieurs façons pour un éditeur de ne pas rémunérer ses auteurs. Donc, on peut compter sur les éditeurs pour être assez inventifs en ce domaine. Au printemps dernier, l'un d'entre eux m'appelle pour me proposer d'illustrer un ouvrage consacré à des exercices de gymnastique cérébrale. Je tairai son nom eu égard aux nombreuses années de collaboration qui nous rassemblent, mais qu'il n'y voit rien de définitif. Je peux encore changer d'avis. 200 dessins sont nécessaires pour illustrer cet ouvrage. Je lui propose un gymnaste de 1900 en maillot rayé et à grosse moustache qui se livrera tout au long de l'ouvrage à moultes activités diverses et avariées. Je fixe un prix qui tient compte du nombre important de dessins, à l'unité. L'éditeur me rappelle quelque temps après, super le petit gymnaste, mais le livre sera beaucoup moins important que prévu, nous n'aurons finalement besoin que de 20 dessins au lieu des 200 prévus. Au prix unitaire indiqué, évidemment, cela va sans dire. Je livre mes dessins sous les hurrahs et le temps passe. Mon contrat prévoit que l'on m'envoie un exemplaire dès sa parution. À l'été, je commence à réclamer l'ouvrage, qui n'arrive pas, avec de plus en plus d'insistance. Les feuilles commencent à tomber à l'automne sans que le livre soit là. Fin octobre, sous mes menaces, l'éditeur se résout enfin à m'expédier le bouquin. Il est énorme, 500 pages, un vrai pavé. Dans la gueule, le pavé. Les 20 illustrations, enfin chacune des 20 illustrations a été reproduite une bonne trentaine de fois tout au long de l'ouvrage. Et je ne vous cause pas de la couverture, un montage approximatif des illustrations réservées à l'intérieur. La couverture, c'est ce qui permet d'habitude aux illustrateurs de mettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà, écoutez, c'était ma petite rubrique les arnaques ordinaires, ou 20 ans d'amour et un pied au cul. Un client donc de 20 ans. Ouais, oui. Bon, écoute, voilà, on est un peu... Alors, tu vois, si je peux... là-dessus, c'est même pas apparition du livre qu'il fallait que t'aies le livre, il fallait que tu demandes un bon à tirer. Il faut quand même qu'on se renseigne, qu'on soit nous aussi. C'est vachement difficile parce qu'on est effectivement des artistes et que c'est une galère noire de se plonger dans les papiers, les textes de loi, les machins. Mais normalement, t'as un bon à tirer avant, donc t'aurais dû le voir avant la parution. J'ai fait cet été tout un marathon autour d'un contrat, puisqu'on doit parler de mes projets. Oui. Comme je viens du spectacle, je m'ennuyais un peu toute seule auteur dans mon coin. Enfin, je m'ennuyais. J'avais besoin de créer à plusieurs. Moi, j'aime bien écrire parfois seul et parfois à plusieurs. Donc, j'ai monté une équipe d'auteurs. On est 4 et on écrit donc à 8 mains. Mais en étant chacun un personnage, enfin, c'est pas une série où on écrit chacun des bouts. C'est vraiment des nouvelles croisées où on s'amuse beaucoup. On est chacun un ado et donc on écrit des nouvelles où on vit notre vie d'ado vue chacun par notre personnage et donc on essaie de croiser des trucs. Enfin, ça c'est très très marrant. Par contre, au niveau du contrat, c'était un gros casse-tête puisqu'on est 4 et qu'il fallait un peu réinventer la roue. Et je me suis plongée avec ça. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai mis un peu la main à la poche et tout, et qu'on a fait ça avec un avocat. Parce que moi, j'y connais rien. C'est la première fois que je lis vraiment un contrat. Et je me suis aperçue de tout. Mais on est vraiment des bébés en couche-culotte face à des titans, quoi. Il faut quand même, un contrat, ça se négocie. C'est fait pour être, il faut que ça se négocie de gré à gré. Il faut que ce soit équitable des deux côtés. Tous les contrats d'auteur ou d'illustrateur, c'est pareil, que je vois jusque-là, sont favorables à 90% à l'éditeur.
Et pas, enfin nous on a vraiment pas grand chose. La seule chose qu'ils nous promettent, enfin qui nous promettent, qui signent, c'est que l'ouvrage doit être accessible en librairie, accessible à l'achat. Sinon on peut reprendre nos droits. Mais et qui nous verse effectivement tant de droits d'auteur. Mais à part ça, on n'est pas du tout obligé de signer pour ad lib et 70 ans après notre mort. On peut dire, voilà, je vous laisse les droits sur ce livre pendant 10 ans, et pas plus, parce que j'estime qu'après, ils en font rien. Enfin, en jeunesse, en tout cas, on le sait, je crois que c'est encore pire en littérature générale. C'est-à-dire qu'après, effectivement, c'est accessible, le livre, on peut l'acheter si on le commande, si, etc., etc. Mais il se passe plus rien. Le livre, au bout de 3 mois, il est mort, hein. C'est comme les disques, comme, etc. Il y a un turnover qui est énorme. Donc, un contrat, faut vraiment le négocier. Et dans ton cas, tu vois, enfin, le fait que t'aies pas eu un bon à tirer, ça me paraît monstrueux. C'est juste pas possible. Pour le bon à tirer, je suis d'accord, mais je me suis reposé sur ces 20 ans de collaboration. Non, on est tous pareils. Hein, en toute confiance. Bien sûr. Enfin, j'avais jamais eu jusque-là de problème avec cet éditeur. Alors il y a autre chose qui a changé par rapport à tout ça. Enfin, j'ai l'air de parler comme une vieille. Ça fait que mon premier livre, je l'ai publié en 2005. Non, ça fait que 3-4 ans que je publie quand même. Mais je suis curieuse. Moi, il y a des trucs qui m'agacent. En fait, c'est que avant, on signait un contrat effectivement avec quelqu'un qu'on connaît et pour des années. Et en fait, maintenant, les boîtes se rachètent les unes les autres. Je sais pas, le Seuil est racheté par La Martinière, qui est, enfin bon, et du coup on se retrouve à travailler avec d'autres gens, enfin en tout cas en jeunesse, hein, mais et donc maintenant je fais gaffe, je dis ah ouais, bien sûr j'ai toute confiance en cette éditrice, elle est super sympa, il y a aucun problème, elle suit bien mes livres, elle est bien sûr, enfin je dis heureusement j'ai des super éditrices, mais qui sait si dans 6 mois ça va pas être racheté ailleurs et on va se retrouver avec d'autres gens avec qui on s'entend pas, ou ça m'est arrivé une fois, ça fait mal, hein, c'est bon, là, c'est un peu la liberté de l'auteur qui peut aussi se casser et dire, bon, ça va, c'est fini, puis on n'envoie plus de manuscrits, c'est pas un problème. Mais, donc, signer le contrat, faut pas du tout y mettre d'affect, quoi. C'est vraiment un truc, et après, ça va mieux. C'est comme, on peut avoir des copains et pas avoir d'histoire de sous entre nous comme ça, on reste copains, il n'y a pas de problème, quoi. C'est un peu la même chose. Si on devient copain avec l'éditeur, c'est pas, au moment de signer le contrat, faut oublier, quoi. Donc toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je peux pas devenir copain non plus avec quelqu'un qui m'achète une peinture. J'ai quelqu'un qui m'a acheté beaucoup de peintures, même ça me fait peur à un certain point, parce que quand je le vois, je dis, il va peut-être encore m'en acheter une. J'ai envie de me sauver. Mais c'est vrai que je suis incapable, si tu veux, lui, il a envie, je sens qu'il a envie qu'on ait des rapports au-delà de ça, mais moi, je peux pas, parce que l'acte de vendre et des choses comme ça, tu vends pas à un copain, tu vends pas à un ami, tu vois, tu donnes, mais tu vends pas. Alors, ouais, c'est vrai, moi, Et donc, oh là, le don qui a été prononcé, là, c'est terrible, c'est le don des animateurs qui savent pas quoi dire. Oui. Tu pourrais poursuivre sur tes projets, et ton implication dans la charte, on en a un peu parlé tout à l'heure, et nous faire un portrait un peu plus précis de cette association. Alors les projets, effectivement, sur l'année à venir, c'est ce projet d'écriture à plusieurs, donc avec Marie-Vonne Ripper, Sigrid Baffer et Jean-Michel Payet. T'as vu, je l'ai fait bien, hein, comme les génériques. Tata, j'ai tout dit. Donc cette série va sortir, on n'a pas encore de titre, ça fait 1 mois qu'on cherche, mais on va y arriver. Au départ c'était Les Cerises Bleues, c'était mignon pour moi, mais je sais pas si ça va rester, l'éditeur aime pas trop, je sais pas pourquoi. Puis on voulait l'appeler le temps 1, temps 2, temps 3. Bon, ça fait rire personne, il paraît que les ados comprennent pas la référence. Hein? Ouais, bon, c'est pas grave. Mais par contre ça va sortir donc normalement au printemps. Vient aussi un roman au Seuil sur la Lune. Alors c'est marrant parce que 2009 c'est l'anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, et c'est une éditrice du Seuil, donc Bénédicte Roux, qui m'a proposé m'a dit tiens, toi qui aimes bien, j'aime bien, sur mon site il y a Yuri Gagarin, tout ça, donc voilà. Et je me suis replongée, alors, sachant que cette 69, en fait, c'est du roman historique maintenant. C'est assez drôle. Et j'ai pris conscience à quel point, à cette époque-là, où j'étais quand même très petite, donc il a fallu que je cherche quelques docs, à quel point on était dans l'utopie de tous les jours, l'utopie quotidienne. On pensait qu'on allait vraiment vers le meilleur. Tout était... c'est incroyable. Ça m'a fait un bain de fraîcheur, d'ailleurs, pendant tout le temps de l'écriture, parce que ça m'a fait du bien, ça remet un peu les pendules à l'heure. C'est possible, quoi, d'avoir ce truc-là.
Et quand on compare avec aujourd'hui les gamins qui ont aujourd'hui 8, 12 ans, 15 ans qui vivent alors que moi j'ai vécu cet âge-là en 69, ça fait drôle quoi. Ça fait t'as un coup de noir qui te tombe sur la tête, c'est vraiment du noir vilain, pas du joli noir plein d'espoir quoi. Et voilà, donc c'était pour dire que voilà, j'ai un roman sur la Lune qui sort, mais que du coup il est un peu plein de cette utopie de l'époque, et j'ai fait une petite préface qui voilà, parce que j'ai fini de l'écrire le jour où Obama a été élu, donc ça me faisait la Lune, voilà. C'était beau quand même, hein. Il y a des beaux moments quand même. Oui. Même si bon, il risque pas d'aller très loin. Non, je crois pas. Non, mais bon, le symbole était joli. Oui, le symbole. Le symbole est bien. Voilà. Donc dans les projets, en ce qui concerne la charte, donc voilà, c'est une asso 1901 comme je le disais, qui regroupe à peu près 800 auteurs, illustrateurs, traducteurs, faut pas oublier les traducteurs. Et défense de la littérature jeunesse de qualité, défense de nos droits. En ce moment, alors il y a des gens qui cherchent, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur le problème de la formation des auteurs, puisqu'on a droit à rien. Alors on va essayer. Il y a l'Île-de-France un peu qui mettrait un peu des cacahuètes pour essayer mais déjà l'idée que ça puisse être possible d'avoir droit à une formation quand on est auteur, moi ça me paraît vachement important. On essaie de baisser ce cap des 7000 et quelques là pour rentrer aux AGSA, puisque il y a des gens qui se retrouvent sans sécu quand même à cause de ça. Et il faut savoir que la charte a été montée il y a 20 et quelques années, je sais plus, parce que des auteurs se sont retrouvés à être dans un hôtel qui payait de leur poche, etc., parce qu'ils allaient parler de leurs livres et que c'était normal. Ben de toute façon c'est normal, presque on pourrait payer pour être édité, parce que c'est vachement bien quand même d'avoir un livre. Non, je me moque. Et donc, donc en papotant autour de la table, ils ont dit quand même c'est pas normal. Il faudrait avoir un prix jour d'intervention quand on se promène comme ça pour parler de nos livres. La charte est née sur cette idée-là de payer, de se faire payer quand on va parler de nous. Parce qu'il faut savoir qu'un auteur jeunesse, alors ça c'est en littérature jeunesse beaucoup, vit, je dirais pas de chiffres, mais beaucoup d'auteurs vivent à 90% de rencontres, d'animations dans les écoles. On est des animateurs sociaux, mais faut pas le dire comme ça. On fait des rencontres. Moi, je fais des lectures, mais je fais vraiment ça parce que j'adore ça. Et autour de la lecture, on parle de mes livres. Donc, en fait, comme les intermittents spectacles ont les acédiques, nous, on a les rencontres. C'est en gros l'éducation nationale et les collectivités locales qui nous font bouffer, quoi, faut le dire. Il y a donc, grâce à la charte, ce prix jour, je sais plus combien il est, 341. Au cas où ça a augmenté récemment. Oui, on suit le cours de l'index. Oui, c'est bien. Oui. 341, sachant que, alors les instituts, évidemment, ça leur paraît énorme. En fait, bon, là-dessus déjà, on a une retenue AGSA, et surtout, on n'a aucun ni congé spectacle ni machin, tout ça. Donc, en gros, on peut arriver à faire 2-3 journées de rencontres par mois, des choses comme ça, et manger avec ça. Ça fait un SMIC. Voilà. Sauf que cette histoire, au départ, passée par les AGSA, c'était toléré, machin. Il n'y a pas de loi là-dessus. C'est-à-dire que c'est un statut qui n'existe pas encore une fois. Et la charte là-dessus se bat aussi. Et Marie Cellier, la présidente de la charte, se bat énormément là-dessus pour que ce soit normalisé, qui est un truc. Mais pour que ce soit normalisé, il faut passer par alors l'URSSAF, je sais pas quoi, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, tout d'un coup, il y a une machine énorme qui se réveille pour juste pouvoir payer 341 € à un intervenant, à un auteur, un illustrateur qui vient parler de son livre dans une école. Donc voilà. Notre précarité est doublement précaire puisqu'elle est elle n'existe pas. Bien. Juste s'il y a un illustrateur ou une illustratrice qui ne connaît pas la charte, est-ce que tu peux nous donner les coordonnées de cette... Oui, le plus simple, c'est on est sur internet, la-charte.fr. Sinon, la charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse, c'est à l'hôtel de Massa, au 38 rue du Faubourg Saint-Jacques, dans le 14e. On est dans le magnifique hôtel de Massa, mais à la cave. C'est-à-dire quand vous rentrez, vous descendez. On a un tout petit bureau au fond de la cave. Mais c'est charmant, c'est très très bien. La jeunesse, on est à la cave. Les vieux sont en haut, les jeunes sont en bas. Exactement. Bien, donc toujours sur Arakaï, sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. On va faire une pause musicale en espérant que la musique soit plus actuelle
N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, sois celui qui déroute, et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Love you, love you, love you. No, don't let me play
swore it's so cruel. Can't you see it isn't me? Oh Lord, please darling, oh no, don't let me play the fool. I can't really love you by the rules. Fun, bloody, sweet and free. Oh, I say no, don't make me play. Arakai, la nouvelle émission musicale de France Musique sur Radio Libertaire, c'est une nouvelle collaboration et j'espère que vous comprenez toute l'importance de ce mariage. On va un peu poursuivre, donc l'animateur est complètement scotché. On va poursuivre avec Cécile et Jean-Christophe, s'il arrive à émerger de son CD de chansons d'hier et d'aujourd'hui, mais surtout d'hier et d'avant-hier. Sur le statut de l'artiste. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le statut de l'artiste en quelques minutes? Qu'est-ce que c'est qu'un statut d'artiste? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça devrait être? Est-ce que ça doit exister ou est-ce qu'il faut l'oublier? Jean? Non, Jean, Cécile? C'est difficile. C'est effectivement, en général, on fait le choix, ou pas le choix, d'ailleurs, ça nous tombe dessus un peu comme ça, d'être artiste. Bon, artiste est un grand mot, hein, moi j'ai du mal à me considérer comme artiste, parce que artiste, c'est Arthur Rimbaud, donc voilà, je suis loin de là, mais ce choix, donc, ou ce non-choix, c'est forcément se mettre un petit peu en marge de quelque chose. On peut pas, en même temps, quelle est la fonction d'artiste? Pour moi, c'est un peu une fonction d'éveil, si je caricature un petit peu. Et on est forcément ailleurs, à côté de la société, et en même temps, on a les deux pieds dedans, bien sûr. Donc, on a besoin d'un statut pour manger, pour vivre au quotidien, et en même temps, avoir un statut, ça implique aussi avoir, on peut pas avoir un statut, par exemple, d'employé-employeur, on n'a pas d'employeur. On est absolument libre, et les contrats qu'on passe de gré à gré sont au coup par coup. C'est pas du tout sur notre personne qu'ils sont faits, mais sur une œuvre, une peinture, un livre, etc. Donc un statut. En même temps, quand je parlais de la formation d'artiste, de la formation pour les auteurs, c'est évident que l'auteur a besoin d'une formation. Aujourd'hui, la majorité des gens sont un petit peu, par exemple, ils ont besoin de savoir utiliser Internet, se faire un site web, avoir des choses comme ça, parce que c'est les cartes de visite un petit peu obligatoires, surtout dans ces métiers-là. Donc les gens sont démunis. Moi, je sais que parce que j'ai eu assez vite un site web, j'ai été plus vite demandée, par exemple, dans les écoles, tout simplement parce qu'en tapant mon nom dans Google, ils avaient tout de suite accès. Alors la charte, pour pallier ce souci, a un répertoire, donc tous les adhérents, tous les chartistes ont leur fiche sur Internet, mais c'est juste une fiche de présentation. Mais bon, pour revenir au statut, je dirais oui, il en faut un, mais faisons attention à pas jeter l'âme qu'on n'a pas. Dans ce bain-là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour moi, c'est une question qui demanderait vraiment, je dirais c'est presque une question philosophique. Il faut vraiment en parler beaucoup. Je saurais pas me prononcer aujourd'hui là-dessus. Oui, parce que quand on pense au statut, on peut penser aussi. Moi, j'avais un ami graveur hongrois du temps de la. Je sais pas comment on appelle ça, il y avait l'Europe de l'Est, quoi, avec le bloc communiste. Et donc, dans les pays de l'Est, les artistes avaient vraiment un statut d'artiste, ils étaient reconnus comme ça, ils avaient des ateliers, ils étaient payés par l'État, mais bon, ils devaient travailler pour l'État avec des normes, avec des choses comme ça. Ce qui les empêchait pas de faire des choses, je veux dire, il y avait comme dans toutes les professions, qu'elles soient artistiques ou pas, il y avait toujours des espèces d'imbéciles heureux qui créaient rien, qui étaient vraiment dans le droit fil. Il y en a toujours, hein. Oui, de la pensée marxiste-léniniste, qui faisaient pas des œuvres impérissables. Mais quand même, il y a quand même quand même des artistes qui ont perduré, qui existent encore, qui sont
sont pas des nanars. Voilà. Alors est-ce que c'est ce danger-là de rechercher à tout prix un statut pour l'artiste, le danger de l'enfermer dans une espèce de cadre où sa liberté de création serait un petit peu voilà. En même temps, aujourd'hui, on n'a pas de réel statut. Enfin, surtout ceux qui n'ont pas donc ces fameux 7500 € et qui ont même pas la Sécu, etc. Et on l'est parce que on sait, comme tu le disais, de temps en temps on est mercenaire. Moi, il m'est arrivé d'écrire j'écris des sites web pour des sites de lutte contre le tabac ou j'en sais rien. Enfin, où on fait vraiment du travail de mercenaire parce qu'on a besoin juste pour finir les fins de mois. Petit à petit, on arrive difficilement au bout d'année à avoir je fais aussi des ateliers d'écriture pour les enfants, des choses comme ça qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Mais donc on a une fausse liberté. Faut pas non plus se dire ni Dieu ni maître les auteurs, c'est pas vrai. Je dirais on a le lecteur, enfin le fait d'être acheté. On est dans une société, faut dire le mot. On est dans une société capitaliste, donc on joue le jeu de cette société-là en vendant nos œuvres. Donc est-ce qu'un statut d'auteur, comme tu le disais, ou d'artiste fonctionnaire dans une société idéale, ce serait l'idéal? Évidemment, il y aurait plus besoin de fliquer les gens sur Internet et des choses comme ça pour faire vivre les artistes. Bon, on est loin de la société idéale et on n'est pas en train de s'en rapprocher là tout de suite. Donc, donc cette histoire de statut passe peut-être par des aménagements point par point, encore une fois, petit à petit, obtenir, par exemple, un droit à la formation, obtenir à ce qu'on ait la Sécu en gagnant en moins, enfin pour qu'elle soit ouverte à plus de gens. Peut-être des choses comme ça. Ouais. Là, aujourd'hui. Ouais. Jean, Je pense pas qu'on puisse établir un statut pérenne pour les artistes. Je pense même pas que ce soit souhaitable, mais c'est vrai que cette charte ou d'autres actions devraient permettre d'améliorer les relations entre les artistes et leurs clients potentiels, au bénéfice des artistes, parce que pour l'instant, c'est... Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas en tout cas en France, parce que bon, je dis en France parce qu'on habite en France, on peut pas dire qu'en Belgique, mais j'ai beaucoup travaillé en Angleterre à une certaine époque, et là-bas, je dois dire que le regard de la société sur les artistes est totalement différent d'ici. Est-ce que c'est spécifique à notre pays de je sais pas quoi, comment le qualifier, parce que de ce point de vue-là, j'ai l'impression que dans la tête des gens, mais que c'est pas simplement du citoyen lambda, mais des institutions, enfin dans la tête des institutions, ça n'a pas de tête, mais bon, je veux dire dans l'artiste, c'est le zozo, quoi. C'est la création, c'est ouais, bon, d'accord. C'est des mecs chevelus, barbus, des nanas un petit peu timbrés, qui un petit peu folles dingues, quoi, folles de chaillot, qui font de l'art, quoi. Voilà. Mais on n'est pas pris. Je veux pas dire au sérieux, mais les professions artistiques sont pas considérées comme des vraies professions, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas le statut de l'artiste, c'est pas dans la tête des gens qu'il faudra leur modeler, quoi, parce que qui nous regardent moins comme des amuseurs un peu inutiles, mais plutôt comme des vrais travailleurs, des gens qui ont un métier, qui sont des professionnels, qui bossent pas simplement pour passer le temps, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'éducation, c'est un peu un mot qui me fait un peu peur, mais quand même, ou de formation du public, quoi, des gens, quoi, qui lisent nos livres, qui achètent nos peintures. En même temps, quand tu interviens justement, quand tu rencontres des enfants, pour le coup, puisque moi je suis en jeunesse, dans les écoles, tu vois qu'il y a une double chose, c'est-à-dire que d'abord t'es pas mort. Ça, c'est les auteurs qui sont pas morts, c'est assez bizarre. Parce que c'est vrai, ça. C'est Victor Hugo, tout ça, et puis toi t'arrives et non, t'es pas mort. T'es pas une star parce qu'ils t'ont pas vu à la télé. Alors ça c'est terrible, et puis quand tu leur dis que c'est pas vraiment ce que tu recherches dans la vie de passer à la télé, il y a du travail pour faire passer ce message-là. Mais en même temps, tu as une parole qui a beaucoup de poids.
Enfin, moi je le vois parce que donc ils peuvent me contacter après par internet, par mon mail, etc. Et je reçois parfois des mails absolument sidérants après, tu vois. Et ils parlent pas d'enfants. Ouais, enfin, enfants, là, les gens qui m'envoient des mails, c'est plus les grands, tu vois, c'est plus 6e, c'est un peu plutôt collège. Mais tout d'un coup, ils ont pris conscience de quelque chose par rapport au langage, par rapport à l'histoire, à l'imaginaire. Enfin, j'espère. En tout cas, je fais tout pour dans ces trucs-là. Et ça marche parce que je reçois, bon, pas énormément, mais je dirais une 50aine de mails par an d'enfants. Et pas que des garçons, des filles aussi. Et ça, c'est assez touchant. Donc pour eux, être artiste, ça veut dire quelque chose. Au-delà tu passes pas à la télé, mais quand même, ils comprennent quand tu fais la démarche d'aller vers eux, que c'est important. Et par rapport aux pays anglo-saxons, on a quand même une chose qu'ils ont pas, c'est qu'on a un droit d'auteur à la française ça c'est vrai. Qui est intéressant. Ouais. Que certains, et l'OMC notamment, aimeraient bien manger et englober dans la grande mondialisation. Et ça, il faut se battre pour le garder, parce que là-dessus, on a quand même un plus par rapport à eux. Même si on est des zozos qui font les Bah oui, parce que je dis ça, voilà. Toi, t'as cette version de ce que reçoivent les enfants. Et moi, je me souviens, je le répète un peu parce que c'est mon siècle qui radote, mais un petit garçon qui est vraiment formidable, un vrai pour moi un vrai artiste dans une ZEP du Sud, là, je crois que c'était à Miramas ou je sais plus, enfin dans un coin comme ça, un petit Mohamed, c'était son prénom. Je lui dis donc, t'as jamais envisagé de faire un métier comme ça? Il me dit, combien tu gagnes? Ah. Moi, je lui dis, les bonnes années, mais je sais pas trop, ouais. Je lui dis, mais bon, c'est pas énorme. Ouais, il dit, moi, je serais garagiste. Tu vois, alors, ouais, c'est là que j'en ai pris un coup. Je veux dire, tu vois, le regard d'un enfant, voilà, c'était ce que tu dis aussi. T'es confronté à ça. Tu passes à la télé, non. Déjà, tu sentais que l'intérêt commençait à être un petit peu moins. Ouais. Combien tu gagnes? Alors là, ça devenait franchement mauvais. Et puis voilà, quoi. Et je pense que si les petits, c'est vrai que s'ils sont accrochés par ton travail, si tu arrives bien ça arrive à avoir un vrai contact avec eux, c'est vrai que ça peut faire bouger les choses, parce que je me souviens qu'enfant, si après je suis devenu un peintre ou un illustrateur de ça, c'est parce que j'ai eu un professeur de dessin qui s'appelait Robert Delaunay, mais c'était un homonyme. Mais ça, il s'appelait Robert Delaunay. Et je trouvais qu'il avait des très belles mains. Déjà petit, j'étais très intéressé par les mains. Il avait de très belles mains. Il avait des poils dans le nez, mais c'est grâce à lui, enfin c'est grâce ou à cause de lui, ça dépend des jours, que je suis devenu ce que je suis devenu, parce que c'est vrai, ça m'a marqué énormément. Mais ça, c'est parce qu'il y avait un contact personnel, voilà. Mais dans le grand public, il n'y a pas de contact personnel vraiment avec les. Tu vois, et puis dans les écoles, il y a aussi la préparation. Il y a beaucoup d'enseignants et qui sont formidables, qui sont. Enfin. Bien, la question donc reste ouverte. On la reposera au cours du millénaire là qui vient régulièrement, et aux artistes, aux invités, mais pas seulement aux artistes invités, parce que ça sera pas uniquement des artistes qui viendront papoter ici, mais aussi des syndicalistes, des juristes, des présidents d'assos ou des secrétaires d'assos, enfin toute cette espèce de constellation de papoteurs. Et donc on pourra en débattre. Merci beaucoup Cécile d'être venue. Merci à vous. D'avoir supporté 1h30 d'émission avec ces musiques vraiment trash. Les chansons étaient tellement bien. Ouais. Et merci Jean. Merci. On se reconcertera pour les prochaines. Et merci Jean-Christophe. Écoute, on va terminer en musique parce que bientôt l'émission suivante va s'annoncer.